relation États-Unis-Venezuela. Vous qui avez écouté le président, est-ce qu'on a eu l'impression qu'il a condamné Donald Trump après le raid de Vénézuéliens? Bien entendu, mais ce n'est pas par rapport à l'événement, c'est par rapport à une ligne doctrinale. Oui. Le président Paul Biya, en ce qui concerne les relations internationales, a toujours milité pour que ces relations-là soient construites autour du respect du droit international. Donc il est parfaitement cohérent avec lui-même. Il n'a pas besoin de crier, de stigmatiser Donald Trump. C'est une position qu'il a eue bien avant. Il n'a fait que répéter ce qu'il dit d'habitude. Même lorsqu'il allait à l'Assemblée générale des Nations unies, si vous prenez ses interventions, vous allez voir que l'une des choses qu'il a dénoncées, c'est que la gouvernance internationale est marquée par la violation du droit international. Alors, ceux qui ont été sur ce plateau après le discours du président de la République ont dit, pratiquement de façon unanime, que ce président-là, sur cette question internationale, il est merveilleux. Bon, moi je ne sais pas s'il est merveilleux, moi je m'en tiens à ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est parfaitement cohérent et ça permet de le situer. Ça veut dire que s'il fallait le dire de manière technique, le président Paul Biya, en matière de relations internationales, c'est un institutionnaliste. C'est quelqu'un qui croit que les relations internationales doivent être construites autour de la prééminence régulatrice des institutions internationales. Ça veut dire que ce sont les institutions internationales qui doivent modeler de manière harmonieuse les relations entre États en réduisant les tensions, les conflits et en favorisant les compromis et puis la paix. Il fait un constat justement que la souveraineté des États est de plus en plus violée, le droit international est violé. Il dit que si nous continuons ainsi, il faut craindre que le système international ne finisse par s'effondrer. Professeur Olivier Villers, vous avez écouté le président Paul Biya sur cette question. On trouvait que son intervention arrivait à un moment où il y a beaucoup de délicatesse. Osera-t-il, n'osera-t-il pas? Mais son propos a semblé dire, attention Trump, là vous êtes en flagrant délit de violation de la souveraineté d'un État. Oui, alors, écoutez, c'était une posture plutôt courageuse de sa part, parce que... À cet âge-là, on doit avoir le courage. À son âge, on doit avoir le courage. On devrait aussi peut-être avoir le courage de démissionner. Mais si vous voulez parler de courage... aux élections, n'attendez pas la démission. Non, j'ai trouvé sur ce thème-là plutôt courageux, en toute sincérité. Oui, parce qu'on est quand même dans une période où je crois que de nombreux chefs d'État à travers le monde, beaucoup devraient frémir dans leurs pantalons. À la seule idée que des Marines américains débarquent chez eux pour capturer, n'est-ce pas, les uns ou les autres qui seraient en délicatesse avec telle ou telle règle de vie. Enfin, bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au fond, voyez-vous, ce que Donald Trump a fait vis-à-vis du Venezuela n'est que il n'a fait que, je dirais, manifester avec plus de force la réalité même de l'ordre international que nous vivons. En réalité, cet ordre international issu de 1945 est un ordre qui consacre en réalité le désordre, ou plutôt l'hégémonisme des puissants. N'est-ce pas? Et lorsque vous regardez comment est-ce que le monde a été organisé, comment il a fonctionné depuis lors, nous voyons bien qu'il n'y a pas... il y a comme un semblant d'ordre international, mais qui en réalité n'est que la manifestation d'une logique d'hégémonisme en faveur des nations les plus puissantes, et notamment celles de l'hémisphère nord, celles des pays... des pays du monde occidental, qui n'ont jamais cessé d'imposer leur manière de voir les choses aux autres peuples du monde. Je voudrais peut-être vous rappeler quand même l'Irak, 92. Je voudrais vous rappeler un certain nombre de la Libye. Je voudrais vous rappeler, il y a une pléthore de rappels qui peuvent être ainsi faits, qui montre quand même qu'il ne faudrait pas être tombé dans la naïveté
de cet institutionnalisme dont parlait le professeur Onanguini, qui voudrait laisser croire que tout est beau, tout est joli. Non. Nous sommes dans une période où, précisément, les peuples africains devraient attendre leurs dirigeants, je dirais, des choix de géopolitique plus ambitieux, plus portés vers la recherche de relations privilégiées avec la convergence africaine. Convergence africaine. Ou même peut-être la convergence même internationale, mais avec des pays avec lesquels nous avons intérêt à être en communion, le fameux Sud global dont on parle. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas tomber non plus dans cette espèce de logique un peu angélique de célébrer l'ordre de l'Organisation des Nations Unies de 1945, qui a consacré un ensemble de réalités qui sont absolument détestables. Moi, je pense donc que, oui, le président a été courageux, mais je pense que ce courage devrait être plus... Dans le cas d'un pays comme le Cameroun, qui a vocation à être un pays essentiel et central au niveau de l'Afrique, eh bien, nous avons sans doute le devoir de promouvoir quelque chose de plus, j'ai envie de dire, de plus ambitieux, mais aussi de mieux orienté au plan stratégique, de manière à ce que nous puissions évidemment peser dans l'échiquier international. D'accord, il trouve le président Biya courageux dans cette sortie-là, qui condamne la voie des armes et de la violence, qui est souvent une voie sans issue, c'est ce que le président a dit. Il y a d'autres moyens qui ne sauraient être la guerre. Là, on a retrouvé le Paul Biya qui reste cohérent, le professeur l'a dit, sur les questions internationales. Vous avez un problème. C'est le problème d'ailleurs des jeunes acteurs politiques et des jeunes. Vous n'interrogez pas l'histoire. Le premier courage de Paul Biya, c'était 83 et 84, dans son magistère politique. Vous savez ce qui a failli lui arriver? Parce qu'il avait voulu prendre une autre tangente différente de celle pour laquelle il avait dit « Mon prédécesseur n'a pas failli, je ne faillirai point ». Vous connaissez la guerre de Bakassi? Il lui fallut beaucoup de courage pour qu'on puisse enjamber tous les écueils géostratégiques et géopolitiques, qu'on arrive à ce que, à Greentree, je peux me tromper, on a mis les Occidentaux dans une gêne avec leur histoire bidon qu'on appelle prix Nobel de la paix. Ça, c'est Paul Biya. Paul Biya dont on connaît, c'est celui qui a laissé une phrase. Nous allons à Paris pour combattre les Boko Haram. Professeur, aidez les jeunes à bien comprendre. Parce que Paul Biya est devenu un monument politique. Il faut l'apprendre comme vous apprenez Poutine et tout ce que vous voulez là. Il faut apprendre ça aussi, Paul Biya. Parce qu'on nous a dit le Boko Haram. Et lui, il a dit les Boko Haram. En fait, il parlait aux vrais Boko Haram, qui ont amené le président équatorien à se demander mais comment nous on a une guerre chez nous ici, et c'est quelqu'un qui nous dit venez vite, on va combattre Boko Haram. Ça semble un peu sérieux. Le président a pu arriver au niveau où chaque phrase, chaque mot doit être analysé au-delà de sa statut de simple président de la République de notre pays. L'environnement dans lequel l'histoire a lieu de l'autre côté, c'est l'environnement dont vient de rappeler le professeur Binet. 45 était un mensonge cohérent. Aujourd'hui, les émergences de jeunesse dans le monde, et principalement en Afrique, ne vont plus dans le sens d'aider le mensonge cohérent à se perpétuer. Et les autres s'en sont rendus compte. Vous avez vu le débat sur Covid, le débat sur Poutine et Zelensky. Voilà. Là-bas, vous voyez, quand il y a le débat là-bas, des gens ont voyagé pour venir suppléer Paul Biya de faire ce qu'il avait fait avec l'Irak. Aider quelqu'un à appuyer sur un bouton. Est-ce que Biya a encore appuyé sur un bouton? Non. Apprenons à voir qu'aujourd'hui, pendant que les autres mettent en conglomérat, Biya, qui est, comme il a dit, un type qui aime la loi et le règlement, en principe, c'est l'Union africaine qui devrait prendre position. Nous sommes d'ailleurs le seul continent qui a une organisation où tout le monde s'y trouve. Mais les hypocrisies dont on fait allusion et tout, ont fait en sorte que le multiculturalisme dans lequel Biya s'est engouffré depuis 2020, c'est aussi un courage. Ce n'est pas évident. J'ai entendu tout un président d'un pays très fort réapprendre au Cameroun le mot impérialisme. Je crois que ça devait être dans un palais. Je peux me tromper. Vous l'avez dit que la Russie est un pays impérialiste. Or, lui, il apprend à ses étudiants que l'impérialisme, c'est quelqu'un qui va rapter chez l'autre.
on ne comprenait pas grand-chose. Donc, la position de M. Paul Biya qui est restée cohérente est fonction de ce que sa sous-région subit, ce que son pays subit. Pendant que vous expliquez que Boko Haram est venu au Cameroun parce qu'il n'y a pas le route glacée, Biya, lui, c'est que c'est le prolongement de la guerre de 16-19 arabo-musulmans contre judéo-chrétiens, qui s'il y a des ramifications à gauche et à droite. On a vu que les présidents bling comme sautaient parce qu'ils croyaient que le monde était unique dans des postures que l'on veut prendre. Biya est resté cohérent, Biya a toujours été courageux. Le problème, c'est que on n'apprend pas beaucoup Biya dans le subconscient et des Africains et des Camerounais eux-mêmes. Il faut faire cet effort-là. Après 43 ans de règne, on ne peut plus avoir le comportement de celui qui goûte le pouvoir ou alors qui veut goûter le pouvoir. On a des comportements de veillard qui voient de l'autre côté du tronc. Et il sait ce que ça peut advenir en fonction des acquis qu'il a pu mettre en place. À être comme l'ami de la Chine, des États-Unis, de la France, de la Russie, de l'Inde, des machins, tout ça. Il a parlé du renforcement de ce je parle de donner courage de M. Paul Biya parce que je l'ai accompagné à Saint-Pétersbourg. À l'âge de M. Paul Biya, l'âge que vous contestez, il a fait 29 000 km dans un avion qui n'était pas conforme. Pour aller rappeler au monde qu'il est libre de choisir qui veut, avec qui partenaire. Ouais. Quand il est arrivé là-bas, l'ensemble des présidents africains, donc vous voulez que quand un chien il parle, il fait on dit merci papa. Ça nous apprend que vous êtes un sage et il faudrait que le sage n'ait pas le temps de vite partir sans qu'on soit sûr qu'on peut poser un certain nombre. C'est ça là où le professeur dirait que le sage le sage reste encore là. C'est le niveau de la critique. C'était bien jusqu'à un certain niveau, mais après, sur la question de la sortie, le message de Paul Biya face au corps diplomatique, la question américaine et du Venezuela est revenue entre les lignes. Et là, beaucoup parlent de Paul Biya comme un homme courageux, que d'ailleurs, c'est un peu la voix de l'Afrique qu'il a portée à cette occasion. Oui, je vois que vous n'avez pas voulu répéter un homme sage, comme vous venez de le dire. J'ai dit courage et sage aussi. Je voudrais... Ah voilà, tant mieux. Vous voulez pas que je répète aussi? Non, je voulais m'assurer que vous l'assumez. Je cite ce qu'ils ont dit. Alors, mais je vais vous dire une chose. L'âge et la sagesse ne vont pas toujours de pair. Hein? Ne vont pas toujours de pair. Pour le cas du président Biya. C'est une mauvaise bulle que les aînés veulent nous vendre depuis pour empêcher le renouvellement des générations, pour dire que quand on est jeune, on ne peut pas être sage, il faut faire attention. Il y a des gens aussi qui atteignent un âge très avancé, comme le président de la République, et que la sagesse a quitté depuis. Du fait simplement peut-être parce que la sénilité, ou alors tout simplement la mémoire, Alzheimer et tout ce que vous pouvez imaginer. Heureusement, ce n'est pas le cas du président Biya pour le moment. Non. Vous avez parlé de la sagesse. Je veux juste d'abord qu'on s'entende dessus. Et quand on regarde le Cameroun fonctionner aujourd'hui avec le président qui est pris en otage, on ne peut pas dire que la sagesse c'est encore avec lui. Mais ce qu'il a dit. Non, ne me coupez pas. À la communauté internationale, ce n'est pas sage. Interférent dans ce que je dis. Allons-y, Valère. Alors, je voudrais qu'on rappelle, je crois que le professeur l'a dit tout à l'heure, le Cameroun a toujours été fidèle à son principe depuis le président Ahidjo, principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ça, c'est le premier principe. La paix dans les relations internationales, je crois que cela a toujours été aussi un principe cher au Cameroun. Et depuis le pacte Briand-Kellogg 1927 qui a été repris dans la Charte des Nations Unies 1945. Le outil positif, je l'ai aussi rappelé, 1963, qui a été rappelé dans l'affaire du Cameroun septentrional. Alors, le Cameroun est dans cette logique-là toujours. Et nous l'avons vu aussi en 70, dans la guerre du Biafra 68-70 avec Yakubu Gowon. Ahidjo l'a réaffirmé. On ne rentre pas dans les affaires intérieures d'un pays et le Cameroun ne peut pas faire constituer une base arrière pour la déstabilisation d'un pays frère. Et il a fait contre la République française. Très bien, contre la République française. Et on va encore rappeler ce que René Bikoro, mais en 2003, qu'il le rappelait, mais de manière intéressée, puisqu'il est du bord d'en face. Le président de la République, quand il fait bon à Chirac, en 2003, pour aller voir Bush, pour aller aux Nations Unies et voter neutre. Effectivement, il donnait un blanc-seing aux États-Unis de frapper l'Irak. Parce que lui, il avait son problème à lui au Cameroun, où les Américains avaient justement levé les mains pour ne pas le déranger. Donc c'était un ascenseur qui renvoyait aux États-Unis, donc à Walker Bush. Alors, si j'ai rappelé ces quelques éléments, c'est pour dire en fait que le discours du président, c'est vrai, est resté fidèle à ce que l'homme est, c'est-à-dire un homme de discours, un homme du parler,
sans jamais d'acte. Mais on ne peut jamais lui enlever cela, parce qu'au moins il faut rester juste en tout temps. C'est un excellent diplomate. C'est un excellent jongleur. Sur la scène des relations internationales, il y en a très peu qui lui arrivent à la cheville. Ça, c'est très clair, vous comprenez? Mais sur la situation donc, du Venezuela, des États-Unis, moi, peut-être on n'a pas lu le même discours. Peut-être on n'a pas lu le même discours. Moi, j'ai retenu une seule phrase. Il a recommandé, il a dit que j'ai toujours recommandé la paix et la réconciliation dans les relations internationales. Je paraphrase, mais ces deux mots-là se trouvent certainement dans le discours si vous les retrouvez. Vous comprenez? Alors, que vaut une telle parole que vous dites aux autres de faire à l'international, alors qu'à l'intérieur, chez vous, nos frères du Saxon, Nord-Ouest et Sud-Ouest sont dans la difficulté depuis déjà plus de 10 ans. Où est la réconciliation là? Où est la paix là? Vous comprenez? On a cette difficulté. Quand vous parlez du Venezuela et du Cameroun, les gens, c'est vrai, on ne peut pas toujours dire que ça peut arriver chez nous. On ne peut pas toujours dire ça parce qu'il a été aussi malin, j'ai dit c'est un excellent jongleur. Puisqu'en fait on sait qui contrôle la sécurité au Cameroun et ce qui va avec. On parlait des bruits d'or, des bruits de ceci, au pôle, de l'or, comment dire, le pétrole, ainsi de suite. Mais on sait que c'est Israël en fait qui tient le Cameroun. Et on sait qui tient les États-Unis, c'est aussi Israël. Donc ça devient une difficulté pour les États-Unis pour une quelconque intervention ou alors par voie interposée ou par pays interposé au Cameroun, puisque la France aussi ne voudrait pas perdre le Cameroun d'une certaine façon. Donc il y a joue sur ces différents leviers-là. Vous voyez? Mais il reste dans ce fond. Quelles leçons il a à donner aux autres? Des leçons de paix et de réconciliation, si l'homme n'arrive pas à réconcilier les Camerounais. Il y a des exemples quand même. Vous voyez? Non, moi j'ai pris un exemple patent. Il y a des exemples, un exemple en matière d'engagement pour la paix. Non, quel exemple? Citez-moi au Cameroun. On a parlé de Bakassi, qui concerne le Cameroun. Mais alors, c'est un exemple la diplomatique. crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a le grand dialogue national. Il y a des initiatives de dialogue qui ont été mises en place quand même. Vous avez terminé? Il y a un processus qui est en marche. Vous avez terminé? Il y a un processus. Est-ce que vous avez la terminé? paix ne se décrète pas, il y a un processus. Vous avez quand même. terminé, monsieur? Allez-y, Valérie Bessara. Est-ce que la paix est donc revenue dans le nord-ouest et le sud-ouest? Dieu seul sait aujourd'hui que nos gars sont abandonnés là-bas eux-mêmes. On chiffonne et on zigouille nos policiers et nos soldats tous les jours là-bas. Même le ministre de la Défense est dépassé par cette situation parce que le haut commandement politique dans le nord-ouest et le sud-ouest n'arrive pas, ne veut pas lui donner, ça n'annule pas les efforts. Ne veut pas lui donner les coups de franche pour pouvoir amener ces hommes à faire terminer cette affaire. On comprend en fait que nos jeunes là-bas se retrouvent en difficulté parce que Biya ne veut pas regarder de ce côté-là. Peut-être parce que cette crise-là lui permet de négocier d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le bien du peuple. Alors, quand vous venez parler du Venezuela et du Cameroun et comparer... De ce raid américain. Biya n'est qu'un parleur. C'est tout ce qu'il est. Et un manipulateur. Il réussit à rester quand on est en position. D'abord manipulateur. C'est une insulte. Oui, dis donc qu'il est politicien. Dis donc qu'il est politicien. J'ai bien dit qu'il est un manipulateur parce qu'il réussit à se préserver au pouvoir, parce qu'il réussit à manipuler à la fois le peuple camerounais, à la fois aussi ses propres collaborateurs qui justement contribuent à le garder. On est d'accord quand même que, Valère, on est d'accord que les actions du président Biya ont permis quand même qu'on n'ait pas cette crise entre le Cameroun et le Nigeria, de réduire l'impact de Boko Haram ou même dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est encore comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui ont été mis, des initiatives sont là, des structures ont été créées. Il y a des efforts qui sont faits. On ne paye pas un président pour qu'il fasse des efforts. Biya est payé par les Camerounais. Mais il faut bien que les Camerounais suivent aussi le langage. Si vous voulez faire le débat à ma place, vous me dites que vous voulez faire le débat à ma place. On a tout fait le débat. Je parle. C'est avec eux là que moi je fais le débat. Chacun à sa place. J'essaie de relancer pour qu'on se comprenne. J'essaie de relancer. Vous me relancez à tort et à travers, monsieur Jean. Non, je choisis le bon moment de relancer. Ah non, vous choisissez si vous décidez que c'est à tort et à travers, c'est que je joue pas mon rôle. N'ayez pas peur. Vous choisissez le moment. Je dis que c'est le moment d'intervenir. On peut maintenant parler. Là, je vous permets de parler. Est-ce que vous ne minimisez pas tout ce qui est fait depuis lors? Parce que les menaces était quand même très forte sur le Cameroun. Quelle menace? Maintenant, je dois répondre. Mais vous me parlez des menaces. Quelle menace? Boko Haram, dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était quand même des menaces assez fortes. J'ai travaillé dans cette zone de Boko Haram. Oui. Je vous ai toujours dit une chose. Je vous ai toujours dit une chose. Nous ne disons pas souvent certaines choses parce que nous voulons préserver la quiétude et la tranquillité publique. Vous savez, je suis aussi astreint à un devoir de réserve pour des choses que j'ai eu à faire ou à voir dans le passé. Vous savez, Boko Haram a une bonne partie de responsabilité au Cameroun. Il est entretenu par nos propres frères au Cameroun, au-delà de ce que c'est un mouvement qui vient du Nigeria. Vous comprenez?
Et l'entretien de Boko Haram a même déjà pris des tentacules politiques, c'est-à-dire que le politique a commencé déjà à se servir de la présence de Boko Haram au Cameroun pour se maintenir et obtenir d'autres choses. C'est le même système qui a été transposé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous comprenez ce que je dis? Si la guerre au nord-ouest devait s'achever depuis. Parce que le Nigérien rend depuis que ce conflit a commencé. Et ce conflit ne date pas de 95, hein. Ça date du départ de Mouna. Que c'est Mouna, le père Mouna, en 1994 à la commission sur la constitution. Quand il a démissionné, il a dit que pour lui, il pensait qu'on devait revenir à la fédération. Vous comprenez? Alors, le Nigérien nous rend l'ascenseur que nous lui avons donné en 68, en ne s'impliquant pas dans l'affaire du nord-ouest et du sud-ouest. Même s'il a des difficultés à contrôler les troupes rebelles, des Freedom Fighters dans l'état de Cross River, ainsi de suite, c'est vrai. Il y a des passages à travers la frontière. Mais le Nigérien nous rend l'ascenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce conflit, s'il perdure, c'est parce qu'au Cameroun, on ne veut pas qu'il s'achève. Si le Nigeria s'impliquait dans cette affaire-là, c'est-à-dire à renforcer ces enfants-là dans le désordre qu'ils font, il y a longtemps que... D'accord. On retient donc il y a le Paul Biya, laissez la Paul Biya lui passer. Je suis d'accord avec vous que le Paul Biya, jusqu'en 2011, vraiment par charité, jusqu'en 2011, il en valait encore la peine pour le peuple camerounais. Mais depuis là, ce n'est plus cela. Il est dépassé par les événements, il est dépassé par le Cameroun, il est même dépassé par ses propres collaborateurs et par sa propre cuisine, qui ont pris le dessus sur le Cameroun et livrer les Camerounais comme ça à la vindicte internationale. Je sors en disant que, rassurez-vous déjà qu'aujourd'hui la jeunesse camerounaise est peinée. Est peinée pourquoi? Parce que nous prenons du retard. Regardez cette année que nous avons perdue à ne rien faire avec tous ces scandales. Bien. Voilà encore cette année que nous appelons à perdre. Nous apprêtons à perdre. Parce voilà le petit Burkina Faso. Qu'est-ce que le jeune Camerounais aujourd'hui, il n'a pas pris ses responsabilités. S'il vous plaît. Le jeune Camerounais aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve, jeune Burkinabé, jeune Malien, jeune Sénégalais, on se retrouve, on dit, bon, chacun donne la situation de son pays. Nous, on va venir dire notre président à 93 ans. Mais prenez vos responsabilités. Et là, les ministres qui ont fait 25 ans sur place et qui ne font rien. Et il y a des scandales. C'est une honte que le pays est en train de foutre à la jeunesse camerounaise, non seulement par le retard, mais aussi par son absentéisme au poste, et surtout aussi par son inactivisme dans la réalisation managériale. Et là, les autres diront que mais, les jeunes Camerounais, il va venir. Moi, j'ai terminé le débat, vous me posez la question. Non, je suis là avec vous. Est-ce qu'on ne va pas lui demander que ce jeune Camerounais, est-ce qu'il a pris ses responsabilités? Il a la carte d'électeur, il a la possibilité de prendre ses responsabilités, mais il veut seulement aller se plaindre. Alors pour revenir au discours du président Paul Biya, on va sortir par là, on n'a plus du temps là, finalement, face au corps diplomatique, sur la situation internationale qui a relevé qu'aujourd'hui le droit n'est plus respecté, la souveraineté des États n'est plus respectée. Paul Biya est fort âgé. Il a encore 92 ans, peut-être passé. Il n'a plus peur. Oui. C'est la posture que dans tout le monde entier, les gens de son âge peuvent avoir. Lorsqu'il s'agit de dire à X ou à Y la vérité, Paul Biya n'a plus peur. L'idée qu'il ne va pas plaire à Bush, à Trump, etc., ça n'a pas d'effet sur lui. Ça n'a pas d'effet sur lui. C'est ça que nous appelons la sagesse. C'est ça, en fait. Quand on veut parler de sagesse, on veut parler des gens qui accèdent à un niveau où l'ordre juste s'impose à lui. Au point où quand il doit dire, il n'a pas peur de dire. Mais ce que Paul Biya a dit et qui est juste et qui est bien, beaucoup d'autres chefs d'État l'ont dit à cette occasion, partout dans le monde. Parce que le comportement du président des États-Unis est dangereux, particulièrement dangereux. Et à cet effet, les nations européennes, y compris certaines nations africaines, qui ont cru bon d'accompagner l'Amérique dans la mise à mal de l'ordre public international, dans l'affaire de l'Irak. Parce que les Sénégalais étaient partis soutenir les États-Unis pour s'attaquer à l'Irak. Bon.
des nations européennes sont parties en toute violation s'attaquer à la Serbie pour couper la Serbie, fabriquer un État bidon qu'on appelle le Kosovo, en bombardant un pays qui ne leur avait rien fait. Des nations ont donc cru qu'elles pouvaient tirer avantage en soutenant les États-Unis dans ce type d'éléments. Certaines d'entre elles sont en train de se revoir ce que la Bible dit. La Bible ne ment pas. Elle dit que dans Galates 6:7, ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nomme un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Est-ce que le Danemark pouvait savoir que dans les égarements américains, on va venir arracher le qu'on pourra leur dire qu'on va prendre leur territoire? Si tu pars au Danemark, tu vas trouver encore quelqu'un là-bas qui va dire qu'on a bien fait d'aller enlever un chef d'État au Venezuela. Jamais. Ils se rendent compte que cette folie de grandeur du peuple américain qui se sent libre de tout faire, au point où un Cubain devenir américain dans une conjoncture politique comme Marco Rubio se permet de dire devant la face du monde qu'il se fiche de l'ONU, qui a été créé à San Francisco aux États-Unis. Marco Rubio ne connaît pas la guerre. Il ne sait pas ce qui s'est passé entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Dans une vantardise, un orgueil démesuré qui normalement voudrait qu'on demande que les Nations Unies quittent la terre américaine. Le secrétaire d'État américain ne peut pas dire qu'il se fiche de l'ONU et l'ONU continue à avoir son siège sur le sol américain. Tout à fait. Le secrétaire d'État américain ne peut pas remettre en cause le principe fondamental même de la charte de San Francisco, et l'ONU et les États-Unis continuent à avoir un siège au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'ils font au Conseil de sécurité alors qu'ils sont devenus une nation qui promeut l'insécurité partout dans le monde? Le discours du président On va sortir par là. prend donc On a toute sa quelques minutes et 30 quintessence secondes. Oui. en rappelant que le droit international, c'est l'expression même de la civilisation. Tout à fait. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre dans le monde parce que la petite Gambie n'a pas de force. Vous pouvez demain décider. Et en France, lorsque un mauvais président comme M. Macron, avant de se ressaisir pour voir qu'il a fait une bourde, soutient ce qui s'est passé, et si demain, un autre président, et même peut-être le même Trump, décidait de prendre la Calédonie, parce que les intérêts américains voudraient qu'ils contrôlent le nickel, ou bien la base de Kourou, la Guyane, qui est à côté, dans le Pacifique. Le président américain, dans ce type de lancée qu'il a là, peut estimer demain ou après-demain un néo conservateur qui s'en fout de l'ordre mondial, mais qui garde quand même l'ONU chez eux. Ils auraient dû demander depuis que leur pays sorte de l'ONU pour être libres de faire toute la sauvagerie qui leur plaît. N'est-ce pas? Ils ne font pas. Mais si demain, Trump décide de prendre la Guyane, ou peut-être que les intérêts stratégiques des États-Unis voudraient qu'ils prennent la Guyane parce que Kourou se trouve à l'équateur et que c'est la meilleure position idéale pour lancer les fusées au ciel, ce qui est important pour les États-Unis. Que dirait Macron? D'accord. Qu'est-ce que Macron va dire? L'ordre, le droit international est une avancée de la civilisation humaine pour créer les conditions pour que la loi de la jungle, l'état de nature, au sens de Hobbes, ne soit pas une réalité. Merci, Louis Lobé. On ne peut donc que féliciter le président Biya dans ce coup-là, à montrer qu'il n'a pas peur, parce qu'il y a des gens qui disent même que lui aussi il est dans la ligne de mire. C'est une façon de leur dire que je suis déjà hors de ça. Si vous venez enlever le président camerounais parce que il ne vous plaît pas,
il a 99 ans. Il ne va pas se comporter comme le président qui a 35 ans, qui craint qu'on lui fasse perdre le pouvoir. Mais il risque de se passer ce qui est déjà en train de se passer au Venezuela, c'est que Maduro qu'on présente comme quelqu'un qui n'a pas de base politique. Eh bien, si vous faites ça au Cameroun, Biya, nous allons d'abord oublier tous les mauvais problèmes que nous avons avec lui. Et nous allons nous solidariser autour de lui. Parce qu'on n'accepte pas qu'un État estime que c'est lui qui légitime les présidents élus ou pas. C'est ce qu'on va retenir. Merci Abel et Livio d'être venu ce dimanche. Merci beaucoup, professeur. François Bikolo qui est parti du sud directement pour on a vu les provisions dans la voiture. Hein. La Mercedes est pleine de régime de plantaires. Oh. on a vu ça tout à l'heure. Donc chacun, voilà, on va faire le partage tout à l'heure. On se retrouve dimanche prochain pour une autre émission. Très bonne journée, très bonne fin de semaine, très bon début de semaine aussi.